Bonjour Pierre-Yves, merci de nous recevoir pour Salut. notre entretien et on commence tout de suite par l'actualité du cercle. Alors, le cercle a une actualité très chargée, je vous l'ai déjà. Remercier nos camarades, parce que certains d'entre vous, en tout cas ceux qui me suivent via les réseaux sociaux, le savent. Euh, J'aurai peut-être même des nouvelles, pas tristes, mais des nouvelles un peu désagréables à annoncer en début d'année 2018. Mais parce que beaucoup de pression et même de menaces pèsent sur moi actuellement. C'est une corde que j'utilise assez peu parce que j'aime moyennement, j'aime moyennement les pleureuses, mais il faut admettre que j'ai dû en faire état publiquement et je n'imaginais pas le nombre de réactions que ça a suscité. Alors je tiens à vous remercier tous et à m'excuser pour tous ceux que j'ai inquiétés, vu qu'a priori le nombre m'a extraordinairement surpris, m'a énormément touché. Comme c'est une question que j'ai assez souvent, vous pouvez nous aider, et vous pouvez aussi m'aider, si vous le souhaitez, par le fait de... Il y a toute une rubrique dans le site du Cercle Aristote pour faire les dons, il y a une page Tipeee qui est très importante, tout ça sera accessible sous cette vidéo, ainsi que ceux qui, je peux tout à fait le comprendre, se méfient des paiements numériques, pour faire des dons à l'association. Voilà, car je pense qu'à partir des curés de campagne et que pour différentes raisons, j'ai gêné certaines personnes qui me le font comprendre. C'est dans le cadre de la chasse aux souverainistes et aux patriotes français authentiques qui a lieu en ce moment et qui est diligentée par des gens que je ne nommerai pas, mais si vous voulez, comme disait un grand humoriste, il ne l'a pas dit, mais tout le monde l'a entendu. Donc, je pense que vous comprenez de qui je veux parler. Ça, c'est le premier point. Le second, Virilité est sorti, donc vous pouvez le commander sur le site du Cercle, le commander auprès de votre libraire, le commander sur Amazon. Et le Constanzo Privé sera sorti au moment de la mise en ligne de cette vidéo. La nouvelle histoire alternative de la philosophie. Nous publierons une conférence augmentée d'Yves Branca et un dialogue à part entre Yves Branca et votre serviteur. Et je ferai, vu que ça y est, les que lire vont sortir, enfin, comme je vous l'ai promis, et vous aurez même un que lire de Noël pour ceux qui voudront faire leur marché et dans lequel je reviendrai assez longuement sur le Constanzo Privé, qui est la nouvelle histoire alternative de la philosophie, qui est un des, je pense, des grands livres qui nous a été donné d'éditer depuis la création de notre maison d'édition il y a maintenant 4 ans. Les cercles de province, là ça pleut, ça pleut, ça pleut. Ça ne fait que croître et embellir, comme disait le président Mao, que sans fleurs s'épanouissent. Lyon, vous aurez les contacts sous la vidéo. Clément Nguyen à la manœuvre, ça va être du beau, ça va être du bon, ça va être du lourd. C'est le cercle Jean Bodin que vous pouvez déjà suivre sur sa passionnante page Facebook avec des notes géopolitiques faites par l'équipe de Clément. Ça va être du très très gros niveau. Le cercle Gutenberg que vous connaissez à Strasbourg. Nos amis qui maintenant font plus d'interviews que de conférences parce que à Bordeaux du cercle Polytéia, ils ont fait un très bon entretien avec Olivier Ray, en 8 parties qui sera accessible donc toujours sous cette vidéo. Au passage, ils font moins de conférences pour une raison, c'est que la sociologie bordelaise est contre eux. C'est quand même les gens qui ont élu à plusieurs reprises Juppé. Donc, je n'ai rien contre Bordeaux. Mais je ne mettrai pas mes parties vitales et reproductives sur la foi patriotique des Bordelais, ce qui est différent. Des Bordelais de Bordeaux, pas de saut autour. Grenoble
ouvre en janvier. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement le Cercle de Grenoble. Lille, au premier trimestre, ouvrira. Il y a deux potentiels qui vont ouvrir, Saint-Quentin en Yvelines et La Rochelle. Ça, c'est encore à l'état de projet. Et sinon, aider nos associations amies, l'Université réelle de Montpellier. D'ailleurs, pour les Montpelliérains, vous m'aurez sur le dos à un moment en 2018. Hein, tout comme je préviens également les Perpignanais, j'arrive. Hein, parce que je n'ai pas que des ennemis à Perpignan. Hein, je ne devrais pas faire les blagues privées. Mais je passerai également à Perpignan, je passerai à Montpellier voir nos amis de l'Université réelle. Les clubs du mercredi de Nancy qui ont fait, je tiens encore à remercier et à féliciter Maxime qui se reconnaîtra et toute son équipe qui a fait un excellent travail à Nancy avec la tape dans le dos et l'accolade latine de notre ami Nicolas Klein qui n'est jamais loin, et Toulouse, que le débat de Toulouse que j'ai fait avec les conseillers des Républicains, quelqu'un de fort sympathique. Il est vrai qu'on m'a dit que j'étais consensuel, ce qui est un rôle a priori qui ne me va pas, mais le débat n'a pas été très nerveux, je l'entends, mais bon, on peut pas... je suis déjà en guerre avec suffisamment de gens, là il n'y avait pas de raison. Et surtout un grand bravo au Cercle Identité et Souveraineté de Toulouse, à mes camarades et particulièrement à Florent qui se reconnaîtra et qui ont fait un super boulot, et je leur souhaite le maximum. Tous ces cercles seront en réseau et tenteront de s'épauler les uns les autres. Il y a également, ça je ne déflorerai pas le sujet maintenant, mais vous aurez dès le début 2018, si tout se passe bien, l'annonce d'un collectif unitaire dans lequel mon équipe participera et qui fera chaud au cœur dans ces temps de division de nos rangs. Je crois que j'ai parlé d'à peu près tout. Je crois que j'ai parlé d'à peu près tout le monde. Il ne faudrait pas que j'oublie des cercles. Avant, qu'un seul a parlé, maintenant on a plein. Il y a des projets à Nantes. Pour l'instant, il n'y a pas assez de monde. Certains voudraient en monter un à Rennes, mais bon, vous me direz, Toulouse se passe bien, et pourtant il y a des nids d'antifa. Mais je rappelle cette maxime célèbre qu'il n'y a pas plus con que l'antifa breton. Ce qui est malheureusement un fait, parce que c'est de l'antifa élevé en sacristie, et ça fait des mélanges détenants et indigestes. Hein, ça peut... quand ça tombe à droite, ça vous donne l'antifa de sacristie, quand ça tombe à gauche, ça vous donne Emmanuel Ménard. En tout cas, c'est un précipité qui ne réussit jamais. Donc, voilà l'actualité du cercle. Alors avant de passer à l'actualité internationale, on a juste une question. L'actualité nationale, très cher. Doit-on créer une crypto-monnaie pour survivre à l'euro ? Alors, ça c'est une question, je sais très bien d'où elle vient. Elle m'est posée pour deux raisons, ça j'en suis sûr. Premièrement, sur l'exemple vénézuélien, parce que le Venezuela est en train de créer une crypto-monnaie pour survivre aux attaques dont il est en train de faire l'objet. Deuxièmement, il y a chez les nouveaux théoriciens monétaires, et je pense particulièrement aux éditions Yves Michel, qui font un très bon travail, entre autres avec mon camarade et ami André Jacolbec, qui avait parrainé notre regretté ami Jean-Baptiste Bersac, dont l'absence se fait cruellement sentir aujourd'hui, qui sont des théoriciens comme Philippe de Ruder par exemple, de la monnaie complémentaire. J'en ai croisé d'autres dans d'autres entourages. Ça nous fait penser aux monnaies locales et aux crypto-monnaies nationales, qui en réalité sont le même sujet, c'est-à-dire l'euro ne marche pas, ça. D'ailleurs, l'euro marche tellement pas que maintenant tout le monde le dit, mais comme nous
nous sommes, comme disait Bernard Lugan, dans un monde castré. L'homme qui parle viril dit il faut tuer l'euro, et le chapon dit il faut tenter de faire une monnaie complémentaire, hein, ce gentil petit poulet à qui on a retiré des attributs. Ça peut être nécessaire dans une optique de sauvegarde de l'emploi. Les monnaies locales, comme la crypto-monnaie nationale. Mais ça ne suffira pas. Ce n'est pas une... Un cul-de-jatte ne fera jamais réellement de son longueur. D'accord ? Il faut qu'il ait récupéré des jambes pour faire du son longueur. Vous voyez ce que je veux dire ? Que vous le vouliez ou non, le chien, pour l'aveugle, est un guide. Il ne remplace pas ses yeux. C'est pas vrai. Vous pouvez mettre toutes les prothèses que vous voulez. La mort lente, qui est le fait tout simplement d'un garrot, enfin pas d'un garrot, pardonnez-moi, d'un nœud coulant ou d'un garrot au sens du garrotage qui était fait dans l'Espagne franquiste. Je ne sais pas si les gens voient ce que c'est un garrotage, c'est-à-dire qu'on met une lame de métal ici et on serre jusqu'à ce que la trachée pète, mort particulièrement atroce. L'euro est exactement ça. C'est un goulot d'étranglement pour toutes les économies pour lesquelles il n'a pas été taillé. Comme il n'a été taillé que pour une seule économie, c'est pour ça que ça se passe mal. Si vous voulez, l'euro est un vêtement, est une cote qui a été taillée pour un type particulier d'individu et qui ne peut pas être rapiécé. Voilà. Un peu comme la cotte de maille de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, comme c'est un nain, elle lui tombe sur les genoux. Voilà, alors que c'est pas fait pour. Bon, c'est comme ça. La seule chose, c'est que là, ça devient une tunique de Nexus. On peut tenter dans une optique de sauvegarde de l'emploi. Les monnaies locales sont arrivées à sauvegarder, à retarder des destructions. Mais ce n'est pas un instrument d'offensive économique. On n'aurait pas fait le circuit du trésor avec des monnaies locales, je suis désolé. Et pas avec des crypto-monnaies non plus. Je ne dis pas que, quand nous aurons retrouvé la souveraineté, nous ne pourrions pas en plus les utiliser. Ce qui voudrait dire une souveraineté augmentée. Là, la prothèse est utile, parce que là, elle passe de prothèse d'infirme, sans aucune méchanceté pour qui que ce soit, bien sûr, à armure de super soldat. Vous comprenez la différence ? Je pense que c'est assez clair. Eh bien, passons à l'actualité nationale et non pas internationale. Un rapide point, peut-être pas rapide, sur le voyage présidentiel en Afrique d'Emmanuel Macron. Casque blanc et poudre blanche. C'est Tintin au Congo. Alors, je pense que celui qui a le mieux réagi à ça, c'est Jean-Claude Martinez, pour qui j'ai beaucoup d'affection. J'ai toujours eu, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de gens qu'il a fréquentés, c'est quelqu'un qui est totalement exempt de racisme ou d'extrémisme. C'est un homme qui a une vision pour la France. C'est un homme qui a été l'un des premiers à voir et à mettre en œuvre la grande latinité. Et c'est un homme qui pense, au niveau où il faut la penser, la grande francophonie. Alors, on peut, comme quelqu'un de non moins estimable qui est Bernard Lugan le dit, dire au moins Macron leur a dit 2-3 vérités sur la démographie et autres. Oui. Mais premièrement, quand bien même c'était une blague, la décontraction entre chefs d'État est quelque chose qui n'est pas permis, parce que quand elle est vue par des tiers, même de chefs d'État qui s'entendent, quand elle est vue par des tiers, elle passe pour de la connivence, au mieux pour de l'humiliation, au pire. Or, que Emmanuel Macron ait eu des problèmes d'éducation, ce qui est très drôle pour quelqu'un qui est un spécialiste des prothèses de mer, mais c'est pas la première fois. Mais là, ça a fait un effet absolument lamentable. Peu importe que... Et en réalité, le discours qu'il a donné, qui n'était pas au niveau de ce que la grande francophonie mérite. Et là, je parle particulièrement à des gens
qui ne reconnaissent pas le lien francophone parce que, pour eux, ce qui compte, c'est le lien civilisationnel, qui est en réalité le masque d'une sorte de fraternité raciale qu'ils ne sont pas assez courageux pour assumer. Donc je parle aux gens qui pensent que Jean-Yves Le Gallou est un maître à penser et que donc ils ont une pensée. Si vous ne vous occupez pas de l'Afrique viendra à vous. Là, c'est sûr. Or, pour que la France s'occupe de l'Afrique et donc immobilise les populations qui arrivent, parce que les vagues migratoires que nous avons vécues par rapport à celles qui arrivent sont la même différence qu'il y a entre un débordement de salle de bain et l'explosion d'un barrage. C'est pas tout à fait la même puissance de flotte. Dans un cas, on éponge, dans l'autre, on est submergé. Donc, soit on recouvre la souveraineté, on s'occupe du problème, soit, eh bien, on reste entre frères européens, parce que j'ai vu un guignol, je sais plus quoi, qui est dans une émission de web radio, qui dit que l'Europe, c'est pas de l'actualité internationale, puisque c'est nos frères. Si tu veux, à l'extrême droite, il n'y a pas d'intello, mais il y a de bons dealers. Il faut quand même le savoir. Mais j'aimerais bien l'adresse, parce que j'ai besoin de planer en ce moment. Donc, ce discours n'était pas à niveau et surtout illustre la méthode d'Emmanuel Macron. Cette méthode est très connue en intelligence économique, c'est ce qu'on appelle la propagande grise, c'est-à-dire mêler du vrai et du faux. C'est le pire des types de propagande parce qu'on s'en sort plus. On fait toujours des demi-discours, on essaye de contenter tout le monde, on est toujours dans le... On n'est même pas dans le clair-obscur, on est dans le gris, sale et dégueulasse. Et à la fin des fins, on a le pire effet de la propagande grise, c'est-à-dire l'effondrement psychologique des gens qui vous écoutent. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est le sujet écoutant qui est détruit. Parce que la propagande blanche, c'est-à-dire je vous combats par la vérité, elle est clivante, mais elle est clivante, elle est efficace, elle est très difficile parce qu'il faut une honnêteté, une probité intellectuelle et morale. Donc ça, c'est vrai qu'Emmanuel Macron ne peut pas y prétendre, c'est sûr. Mais elle ne détruit pas vos troupes. Il ne faut jamais mentir à ces hommes. La propagande noire, quand vous ne faites que mentir, à la fin, vous faites de la propagande soviétique. C'est-à-dire tous les soviétiques savaient qu'est-ce qui est faux, ce qui passe à la télé, ce qui est marqué dans la Pravda. Moi, par exemple, quand je veux entendre de la propagande noire, je vais marter. Quand ça parle français, bien sûr. Le reste me provoquant des crises d'urticaire. Ou je mets apathie, ou j'entends comme Bendit. Bon, propagande noire. Je sais exactement, c'est ce qu'on appelle des boussoles sud. C'est-à-dire, je sais que comme eux, ils vont au nord, moi je dois aller au sud. Quand ils vont à l'est, je vais à l'ouest. Alors que la propagande grise, à la fin, vous ne croyez plus à rien, ni même à la vérité. Et dire qu'il n'est là que depuis 6 mois, ça va être long, mon Dieu. Élection en Corse. Le raz-de-marée. Alors, déjà, abstention forte, ce n'est pas un raz-de-marée. C'est néanmoins quelque chose de tout à fait significatif. Je l'ai déjà dit, il est hors de question de laisser nos régions aux extensions du crime organisé que sont les amis de M. Talamni. Et vu le nombre de compagnons de la libération corse, quand on voit la mémoire des grands Corses à la Sanguinetti, la Corse n'a pas à terminer dans la main de ces gens-là. Mais pourquoi ce vote? Que voit-on? On voit le dégagisme, ça c'est vrai. Le PS s'effondre, les Républicains s'effondrent, le Front National, je crois, divise son score par 5, alors qu'ils étaient arrivés premiers au régional la dernière fois, si mes souvenirs sont bons. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Corses, moi je suis pour aller particulièrement dans le cas de la Corse, parce que c'est la seule de nos îles qui ne soit pas stratégique. Donc je suis pour qu'on aille jusqu'au référendum pour voir ce que les Corses veulent vraiment. Et je suis persuadé que les Corses ne veulent pas se séparer de la mère patrie. En réalité, ils en ont eu marre du bloc PS qui a, disons, saigné l'île comme certaines
comme certains territoires que le Parti socialiste contrôle. Hein. On sait tous, il y a eu des tas de bouquins là-dessus, Rose PS, etc. Point 1. Point 2. Ils ne veulent pas de l'immigration de masse. Et aussi, ils en ont marre d'une classe politique locale et nationale dégueulasse. Et les Corses étant des adultes comme tous les Français, ils ont démasqué les LREM. Voilà. En Marche devient en fuite d'un point de vue territorial. Bon, point barre. Quand la souveraineté nationale prend congé, l'unité de la nation est en danger. Me dit a écrit mon camarade Bessonnet il n'y a pas longtemps pour commenter d'ailleurs cette crise. Et nous sommes à 1 an de la tentative d'abandon et donc d'assassinat contre la France de la Nouvelle-Calédonie, qui est infiniment plus grave. Or, nous devons faire comprendre à nos compatriotes, calédoniens ou corses, et pourquoi je dis particulièrement les Calédoniens, c'est pas que j'aime pas les Corses, j'aime beaucoup les Corses. Pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que la Corse est dans notre environnement immédiat. La Nouvelle-Calédonie, elle est dans l'océan de l'avenir. La Corse fait partie du précaré français. La Nouvelle-Calédonie est une avant-garde. C'est un fort avancé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils se sentent d'autant plus abandonnés. Et ils se sentent d'autant plus abandonnés parce qu'il y a une volonté de les abandonner. Tout comme il y a une volonté, d'ailleurs, que la Corse devienne une sorte de demi-mafieuse, type Sardaigne au mieux, Sicile au pire, sous contrôle bruxellois, parce que, je veux dire une chose, Talamoni est un européiste au dernier degré, donc ça veut dire pour les Corses, gabegie, pillage et immigration de masse. Hein? Solana et Conchita, les flux de migrants et les flux de migrants et les travailleurs détachés. L'Union européenne, c'est un package. C'est la diversité, au sens que ces gens-là donnent à ce mot, c'est la diversité, l'appauvrissement, le multiculturalisme et le remplacement. Point. C'est non négociable. D'ailleurs, aujourd'hui, le jour où cet entretien est enregistré, la Hongrie vient d'être mise à la Cour de justice par la Commission européenne, donc à la CJUE, pour avoir juste tenté de purger son enseignement supérieur des ingérences de M. Soros, grand ami de l'Europe. Parce qu'en réalité, lui, il a les clés. Orban commence à peine à se rendre compte que lui, c'est un locataire précaire. Et les Corses seront des locataires précaires parce que qu'est-ce qui vit dans la supranationalité? Les églises, les mafias et les grandes entreprises qui, pour la plupart d'ailleurs, ne sont que des mafias qui ont réussi, excusez-moi. Certains diront la même chose des églises, mais je n'irai pas jusque-là. Quoique. Mais la liberté, c'est aussi l'autolimitation. Tant qu'on est dans l'imperium mundi et dans ces succédanés que sont la société liquide, le libre-échange, etc., on est dans le règne de l'illimité, on ne peut pas être dans le règne de la liberté. Point. Or, les Corses veulent être libres, en paix, chez eux. Ce qui est l'exigence normale d'un peuple. Ce qui nous permet de faire un lien avec un point assez large sur la situation du compatriote. Alors, en Corse, on voit bien qu'il y a un affaiblissement d'une partie de la disons, le Front National a été éliminé d'entrée de jeu, ce qui n'augure rien de bon pour ce parti, mais à la rigueur, ça n'a pas à être évalué, c'est un constat. Alors, je pense que là, on va être très clair. Nous sommes dans une période alchimique, c'est-à-dire dissolution, recoagulation, et quelque chose va se reformer. Mais si on fait l'état, nous avons de gens, j'aimerais que pour une fois, les souverainistes français ne se sautent pas à la gueule au premier mot de travers. Parce que là, je vois, tout le monde dit Nicolas Dupont-Aignan qui se dit une connerie,
Parce que ne pas faire de référence au Brexit, c'est faire une connerie. Parce que, ça veut dire que vous allez arriver à poil devant nos ennemis et que vous ne négocierez rien. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne, et on le voit par le Brexit, on le voit par... L'Union européenne est une prison et elle va le devenir de plus en plus. Ensuite, je peux tout à fait comprendre que dans une démarche électoraliste, on dise on négocie d'abord, on sort après. Parce que de toute façon, les négociations échoueront. Je peux tout à fait le comprendre. Donc évitons de nous sauter à la gueule à la moindre chose. La seule chose, c'est que comme nos milieux se divisent, ne se fréquentent plus, je vous donne un exemple. À Paris, où peuvent se croiser les cadres des différents mouvements réellement nationaux? Aux conférences du Cercle Aristote, à la Nare chez Bertrand Renouvin et quasiment nulle part. Voilà. Donc résultat, ça fait... Après, on fait des guerres de trolls par Facebook et Twitter interposés. Alors, il est vrai qu'il y a des partis qui ont des trolls, agressifs et débiles. Je pense particulièrement à toutes les attaques contre Florian Philippot, qui sont d'équipes de trolls de droite et d'extrême droite. Je ne dirais pas d'où ils viennent, mais tout le monde on le comprend. Bon. Le problème, c'est que quand on fait de l'élevage de cons, malheureusement, ça se multiplie vite. Or, notre fenêtre de tir, c'est les européennes de 2019. Il y a des gens qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas travailler avec eux, qui l'ont prouvé par la manière dont ils ont traité la cause et dont ils l'ont illustrée. Tous les autres doivent être prêts à mettre un tout petit peu d'eau dans leur vin égotique. J'ai dit égotique, j'ai pas dit égoïste. Je veux dire pourquoi? Parce que sinon, le rôle de tribun du peuple, c'est Mélenchon qui va le prendre. Parce que les nôtres ne supportent plus. Attendez, regardez. Vous avez l'UPR. L'UPR, il y a des gens qui, a priori, auraient un parti quasiment issu d'une partie de l'UPR qui serait en train d'être créé. Bon. Vous avez DLF. Vous avez des gens qui sont sortis de DLF. Derrière Éric Anceau, etc. Bon, Éric Anceau est un homme tout à fait admirable. Je peux comprendre que le fait que Nicolas Dupont-Aignan ait parlé à Marine Le Pen les déranger, je peux tout à fait l'entendre. En réalité, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas parlé à Marine Le Pen. Il a parlé aux électeurs du Front National, ce qui est différent. Et on ne peut pas éternellement mettre une partie du peuple français au banc et surtout s'attaquer à cet électorat, parce que là on retrouve une vieille haine du parti ouvrier, hein. Même si certains n'assument pas d'être un parti ouvrier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez les patriotes. Bon. À un moment, il va falloir se mettre autour d'une table. Pour une raison. Si chacun d'entre nous fait une liste aux européennes, on est tous morts. On est tous morts. Alors que là, on peut faire une Pasqua Séguin. Les républicains sont cuits. Attendez, voyez là où il en est, Wauquiez? Johnny fait plus d'entrées morts que lui vivant. Non mais vous voyez où il en est? Là, Ménard fait ses singeries avec ses crèches, et lui, comme c'est une demi-molle par rapport à Ménard, c'est une demi-molle par rapport à rien. C'est-à-dire, comme disait Raymond DeVos, le rien peut se soustraire. Ça fait moins que rien. Lui, il fait des centons. Des centons, pardon. Pauvre type. Que plate. Castor. C'est mi-castor, mi-crocodile. Que plate, petit bras, grande gueule. Mais c'est quoi ce truc? Il y aura des gens à aller chercher. Il y a des réseaux à prendre. Il y a des gens à qui on peut parler. Et surtout, pour l'instant, nous n'avons pas de chef. Donc maintenant, il faut travailler. Mais par contre, il faut savoir avec qui il ne faut plus travailler. Il y a des gens qui ont quitté le camp national depuis le second tour d'élection. Il faut être très clair là-dessus. Et faire une barrière sanitaire, car de toute façon, les classes populaires ont compris qu'elles avaient été trahies depuis 30 ans, mais trahies par tout le monde.
et non par quelques-uns comme elle le croyait. Bon. J'espère que nos chefs entendront. Nous allons essayer d'être le plus unitaire possible. C'est pour ça que tous les intellectuels de toutes les mouvances et tous les chefs sont invités chez nous et continueront à l'être. Ensuite, le fait de travailler nous oblige à aller aussi vers d'autres thèmes. Je vais vous donner un exemple. J'invite les gens à soutenir le travail de mon ami Philippe Murer, aujourd'hui conseiller de Florent Philippot. Car c'est l'un des seuls qui connaissent bien, et avec nos idées, la transition écologique. Nous n'avons pas. Philippe a été l'un de ceux qui a le plus... On connaissait l'écologie théorique, bon, très bien, l'écologie profonde. Je suis historien des idées politiques, moi aussi, c'est fascinant intellectuellement. Infaisable. À l'instant T, infaisable. J'ai pas dit, jusqu'à la consommation des siècles, infaisable. Pensez à Diderot, etc. Je pense, si tu veux, à toute cette école de l'écologie profonde qui est arrivée de Scandinavie et qui aujourd'hui a des relais aux États-Unis, qui a eu des gens en France comme André Gorz ou d'autres. Bon, André Gorz, c'est quelqu'un qui s'est suicidé avec sa femme de désespoir. Hein. Bon, comme message vitaliste, il y a mieux. Et André Gorz était un très, très grand génie. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'entrer dans la technique, parce que la technique, l'idée et les convictions nous donnent le souhaitable. La connaissance technique, j'ai pas dit la domination technique. Un homme d'État dit aux techniciens ce qu'ils doivent faire. Un politicard plie devant les technos. La seule chose, c'est que l'étendue des technos, c'est l'étendue des possibles. C'est-à-dire qu'à l'instant T, ce qu'ils ne peuvent pas faire, on ne peut pas le faire. Mais là, je parle des vrais technos. Prenez exemple sur les sols, les époux bourguignons, des gens comme ça. Je ne vous dis pas la classe à Macron, c'est même pas de la technocratie. L'ENA est devenue une antenne, est devenue la section UP d'HEC. C'est-à-dire qu'on forme des banquiers. On ne forme pas des administrateurs, c'est pas l'école coloniale. Là, on forme quoi? On forme des banquiers. Des gens qui se définissent eux-mêmes comme des putes. Si vous vous rappelez d'un hommage appuyé à Macron qui avait été fait par l'un des chefs de la Banque Rothschild de France. On est quand même un métier de pute. Ce qui, comme hommage, moi je sais pas... Bon, comme dire... bon, j'ai vu des mecs entre potes s'appelaient entre connards, mais bon, comme hommage appuyé, c'est moyennement élégiaque. Vous me l'accorderez. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire comme transition, peut-être un mot sur Mélenchon, l'artillerie lourde qui lui est renvoyée de nouveau à la figure, l'émission politique... L'hitlérisation de Mélenchon est en cours. Venezuela qu'on lui a ressorti. Ah mais attendez, l'hitlérisation est en cours. On lui a envoyé sur le Venezuela en plus Laurence Debré, dont qui si elle n'était pas la fille de son auguste père, je rentrerai réellement dedans, mais par égard pour son auguste père, sans lequel elle ne serait rien, parce qu'elle n'est pas la fille de Régis Debray, elle serait rien. En plus, si mes souvenirs sont bons, elle a écrit des ouvrages avant d'être banquière, macroniste, mariée à un servant Schreiber, enfin, si vous voulez, œuf, jambon, fromage. D'écrire un bouquin contre ses parents, ce qui est ignoble. Hein, grosso modo, mon père ce salaud, tu vois, glauque. Et ces gens-là en sont là. Très bien, admettons. Si mes souvenirs sont bons, elle n'a jamais écrit que sur la péninsule ibérique. Ce n'est pas une latino-américaniste. C'est une spécialiste de l'Espagne, peut-être du monde hispanophone. Mais ce n'est pas une spécialiste du Venezuela, ce n'est pas vrai. Alors elle peut dire qu'elle a une grande tante, une grand machin, un grand truc. Oui, très bien. Moi j'ai un troisième prénom britannique, je suis donc spécialiste de la question écossaise. C'est évident. Hein, d'ailleurs je porte le kilt assez souvent. Non mais, si vous voulez, on peut aller dans la beaufrie triomphante, on peut aller vite. Hein. On peut aller vite.
Florent Pagny a une cousine belge, il va pouvoir retourner à la recherche de ses racines fiscales. Non mais tant qu'on est dans la dinguerie. Donc maintenant tout est bon pour s'attaquer à Mélenchon. On croirait Jean-Marie Le Pen des grandes époques. C'est-à-dire, il serait pris en train de dire j'ai la main verte, on dit oui, et vert de gris. Tu vois, on va aller jusque-là. Ensuite, là la cassure est de plus en plus lourde à la France Insoumise. Obono, qui n'est pas une agent du Parti des Indigènes de la République, qui est une agent du NPA. Ça sent le trotsko-lambertisme à tout faire. Tu vois, ça sent ce que certains appelaient l'atlanto-trotskisme. Qu'on appelle ménardisme du côté de Béziers, mais c'est pas... on va s'en occuper après. Mais, tu vois, c'est le même type d'agent dissolvant, tu vois. Les ethnistes d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, Obono, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent des époux Ménard de l'autre côté, qui pourrissent les amoureux de la France, quoi. Les époux Ménard, c'est l'illuminisme Marie-Chantal qui, si tu veux, n'en peut plus d'elle-même et qui se parfume à l'eau bénite en regardant un drapeau européen et qu'on peut plus, tu vois, maqué à l'Atlanto-Troscar, Ménard qui veut à tout prix faire un débat avec Cohn-Bendit sur 68, c'était passionnant. Ah oui, connivence des parasites, j'entends. Tu vois. Et le pire, ce qu'elle dit, c'est le drapeau de la Vierge, c'est le drapeau de notre civilisation. Tu vois, elle est du niveau des mongoloïdes d'En Marche. Tu vois. Ça, ce sont des agents de subversion. Et il faut les éliminer. Mélenchon n'aura pas le choix. Sinon, eh ben... Parce qu'en plus, Obono, elle rapporte pas les banlieues, c'est pas vrai. Pur électorat bobo. 18e certes, mais 18e en cours de gentrification. De l'autre côté, Ménard, c'est pareil. C'est la bonne bourgeoisie de droite, traître, qui veut juste... même pas arrêter l'immigration, juste dire du mal des Arabes. Moi, je pense sincèrement que Mélenchon devra tirer la chasse, et je pense qu'au municipal, il faudra aussi tirer la chasse du côté de Béziers. Voilà. De toute façon, tout ce qui sort de la LCR, à l'exception du pauvre Ben Saïd, paix à son âme, généralement, quand ça sort de la LCR, ça garde une sorte de tare au sens 19e-iste, tu sais, être taré. C'est comme les stigmates, les marques du diable, ça s'enlève pas. Alors peut-être un point sur le reste de la gauche. Alors Hamon a créé Génération. Alors il aurait même pu l'appeler GL, Génération Loose. Il est encore vivant, c'est déjà une bonne Non mais à mon avis, il attend que le PS soit repris par quelqu'un d'un tout petit peu plus coagulant que lui pour pouvoir faire un courant et être homme d'appareil, ce qu'il a toujours été dans sa vie. Parce qu'il sait que maintenant, ça y est, vu la campagne qu'il a fait, il ne sera pas... Alors eux, ils penseraient à Vetlo Belkacem, au mieux, c'est pour vous dire le problème, et au pire, à notre drame de Paris, Hidalgo. À un moment, ça, on va... Là, je leur dis, bon, je sais qu'ils sont en train de vendre le siège du PS, mais je pense qu'il faut vendre tout le reste aussi. Enfin, pour le peu qui reste. Tu vois, maintenant, il faut soudoyer les meubles, Bon, je sais qu'Opus, un portrait de Lionel Jospin, bon, je suis pas totalement sûr qu'on fasse la vente du siècle. Mais voilà, là maintenant, faut solder les comptes. La gauche social-démocrate, c'est En Marche. La droite antinationale, c'est En Marche. Et tout ce qui est ça sera dans le moule En Marche à un moment ou à un autre. Les hommes de Juppé sont d'un double discours effrayant là-dessus. Et le PS n'y survivra pas. En plus, c'est le fossé de sang qui empêche Benoît Hamon de normaliser sa situation avec l'électorat populaire, c'est la question européenne. Il a d'ailleurs demandé à Mélenchon d'y renoncer. Mélenchon n'est pas con. Il ne veut pas terminer avec le score d'Hamon. Voilà. Non, tout ça, c'est du suicide. C'est du suicide.
La seule chose, c'est nous sommes face au grand gouvernement central, donc il va à un moment falloir quand même qu'on se parle. Parce que là, on est face à l'alliance du centre-droit et du centre-gauche. Donc on est face à Vichy. Ah, ça prend de la place. Mais quand ça bascule de tout son être. Mais bon, si on reste dans l'état d'atomisation dans lequel on est, Macron a déjà gagné psychologiquement en 2022. Il faut s'en rendre compte de ça. Donc à un moment, il faut un peu s'endurcir, un petit peu se dire, finalement, on a peut-être 2-3 trucs à se dire. Et puis surtout, Macron, la volonté de destruction de la France, on va en reparler, à mon avis, en international, mais ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas uniquement un traître de vocation, c'est un traître de condition. Il ne sera jamais patriote, même par erreur. Il a été conditionné, sélectionné par ses puissants mandants et ses puissants sponsors, dont l'un d'eux, M. Drahi, va peut-être nous délester bientôt de sa propre présence, ce qui est d'ailleurs la meilleure chose qu'il ait fait. Pour finir sur la gauche, on pourrait peut-être se demander quel avenir pour les poids lourds du PS, les Sapin, les Cambadélis, qui commencent à se délier et se rendre compte de ce que Macron leur a fait. Que maintenant, et maintenant comment Cambas s'est rendu compte d'un truc. Ça doit être la mort de Johnny, on n'a pas entendu le flash info. Et Cambas s'est rendu compte d'un... Non, c'est vrai ça? Oh putain, moi j'ai... Et les mecs qui nous ont fait chier sur la seule super lune de l'année. Putain. Tu crois que Cambas s'est rendu compte d'un truc? Cambas? Koskas? Tu parles. Non, mon lapin. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que Macron leur avait promis des trucs, ils se sont fait baiser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des hommes qui sont des nuisances, mais sans pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'ils nuisent parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Mais Macron leur a retiré, leur a coupé les ailes. C'est fini. Maintenant, ils vont faire des boulots de petites mains, et vu combien ils ont gagné, je me fais pas de soucis pour eux. Mais la plupart ne sont plus dangereux. qu'est-ce qu'on peut dire, pour changer de sujet, sur le nouveau système d'éducation et le nouveau modèle de bac qui veut être mis en place par le ministre de l'Éducation et par on est très... Là, il y a eu encore un classement où on dégringole en matière de lecture. Alors, bon, l'autre veut refaire des dictées, ce qui n'est pas con. Mais en réalité... Même à droite, il y en a beaucoup qui se réjouissent d'ailleurs. Non, mais Blanquer, il est là pour ça. Il est là pour être l'aimant du centre droit, dans la logique de Macron. Ce qui n'est pas bête d'ailleurs. Ce qui n'est pas bête du tout. Ensuite, comment je vais vous dire ça? Le problème du bac, le problème de Macron, et le problème de... Déjà, il y a un très bon bouquin qui s'appelle L'école fantôme de l'ami Robert Redeker, quelqu'un de très bien. Quand vous ne pensez pas le type de citoyen, le type d'homme que vous voulez créer dans une société, quand vous ne pensez pas le type de choses que vous voulez léguer et transmettre, il ne sert à rien de penser l'école. Il ne sert à rien. Et moi, c'est ça que je reproche à Blanquer. Blanquer, il veut faire des techniciens, donc il est vrai qu'un technicien, ça doit savoir lire, écrire, compter. Il ne veut pas faire de citoyen, Blanquer. Moi, je pense que Chevènement s'illusionne complètement là-dessus, comme il s'illusionne sur beaucoup de choses. Comme disait Victor Hugo sur Chateaubriand vieillissant, c'est triste un lion qui aboie. Mais voilà. Le bac à la carte qui est en train d'être fait, c'est exactement ça. Alors il y a des choses positives, le retour du redoublement, etc. Pourquoi pas? Mais on ne parle pas du type d'homme qu'on veut créer. On ne parle pas de ce qu'on veut leur léguer de la France. Et surtout, pour l'instant, il a combattu les pédagogistes en parole. Alors on me dit, il a attaqué Sud Éducation. Parce qu'ils font des trucs racisés. Oh, à la bonne heure. Oh, à la bonne heure. C'est pas ça le problème. On ne sait pas quoi léguer, on ne sait pas comment le léguer. Je vais vous donner des exemples très simples. On pratique la déconstruction de texte.
Résultat, les gamins lisent plus. On estime que les adolescents lisent 1 livre par an, ce qui est catastrophique. Catastrophique. On leur fait plus faire d'histoire littéraire. Pourquoi on leur dit pas qu'il y a des gens qui ont voulu changer le monde après avoir lu les Chants d'aurore? Sinon, on leur dit... D'ailleurs, vous allez le reconnaître ça, tous. Situation initiale, élément perturbateur, intrigue, dénouement, fin. Vous l'avez déjà vu ça, tous. C'est ça ce qu'on appelle la déconstruction de texte. Barbant, rasoir. Comme disait Robin Williams dans Sac des poètes disparus, de la rayonne, de l'excrément. Je mets de côté sur les attaques de droite sur le Sac des poètes disparus comme film, mais il y a une part de vrai. La littérature ne doit pas s'enseigner comme ça. L'histoire ne doit pas s'enseigner comme ça. Il est faux de dire que Braudel voulait qu'on apprenne la nouvelle histoire aux écoliers. C'est faux. Il voulait qu'on apprenne la nouvelle histoire aux universitaires. Et je suis désolé, il n'y a pas unité de la condition étudiante, ou je n'emploie pas ce terme de Philippe Mérieux qui est de la condition apprenante, parce que ça me donne des envies de meurtre. Pas sur Mérieux, hein. Je laisse ça à d'autres, mais Dieu sait qu'ils sont légion. Il n'y a pas unité du fait d'enseignement. Il y a les enseignants, il y a les maîtres, et il y a les enseignants-chercheurs, ce n'est pas le même métier. Ce sont les métiers les plus nobles d'une civilisation, tous les trois, mais c'est pas le même métier. Un enseignant-chercheur, il cherche, de préférence pour trouver. Un enseignant, par exemple, du secondaire, il est là pour être un didacticien. Le maître est là pour être pédagogue. Parce que lui, il apprend à apprendre. Ah, la différence. Mais le problème, c'est que dans le système capitaliste qui est le nôtre, la culture est un poids. On n'en a plus besoin. Et d'ailleurs, l'école ferait son travail. Vous imaginez le nombre de gens qui seraient au chômage? Academia, etc., etc. Tous les petits vers qui sont en train de bouffer la panse de l'Éducnat. Je n'ai absolument rien contre Academia, contre entreprise. J'ai travaillé pour payer mes études là-dedans. Mais j'étais pas dupe du pourquoi. Voilà. Il faut reprendre tout depuis le début. Blanquer n'a pas voulu le faire parce que Blanquer veut former des technos au service d'un système capitalistique. Il peut habiller ça de républicanisme tant qu'il veut, pas à moi. J'y crois pas, hein. Très bien. Alors, question courte mais ample. Doit-on partir à la campagne? En cas de problème. Alors, cette question-là m'a été posée par une maman, par une mère de famille, donc je tiens absolument à y répondre. Il est vrai que, vu l'appauvrissement général qui va continuer tant qu'on sera dans le système de l'euro, la province est plus vivable que la ville en temps de pauvreté augmentante. Ensuite, il faut bien voir qu'il y a aujourd'hui des villes moyennes, grâce à la France périphérique, qui sont quand même assez dynamiques. À un moment, ce qui va être la ville la plus invivable de France, elle l'est déjà d'ailleurs en partie, c'est Paris. Hein. Donc, oui, mais il faut pas se jeter dedans, et je l'ai toujours dit, les survivalistes ont raison dans leur volonté de responsabilité individuelle, mais n'allons pas dans le catastrophisme. La panique tue souvent plus de gens que le mal. Très bien, on va finir la question nationale par la nécrologie. De qui? Ah, de qui? Il y en a plusieurs. On va commencer par le regretté Jean d'Ormesson. Alors, Jean d'Ormesson, de voir tout le monde chialer sur ce type, franchement, c'est vraiment cette bourgeoisie de Neuilly qu'on ne peut plus d'elle-même. Il a été le ménestrel des bobos de droite.
avec son bon sens gros rouge qui tâche, alors que évidemment lâche sur les vraies questions, européiste en crevé, enfin voilà, avec cet aspect de centre mou, et tout le monde a chialé pour ce type-là, alors que tout le monde sait en plus que personne n'a jamais lu ses bouquins. Moi j'ai été libraire d'occasion, ok. D'Ormesson, c'est celui qu'on appelait le vice-roi des invendables derrière Bernard-Henri Lévy. Et avant, un écrivain regretté qui était l'écrivain de nos mamans et de nos grand-mères, qui était l'écrivain Henri Troya, spécialiste des romans russes. Mais lui, il a tellement vendu qu'il est tout à fait normal que mes collègues en aient des palpés. Tellement il a vendu et tellement c'était pour un public qui avait vécu la Révolution d'Octobre. Autrement dit, bon, c'est pour nos grands-parents maintenant. Mais Jean d'Ormesson, c'était le vice-roi des invendables, c'est-à-dire ce qui calait nos chaises et nos tréteaux dans les marchés aux livres. J'en ai fait suffisamment pour le savoir. Donc merde. En plus on me dit, ah c'était un grand lettré. Je dis non, André Makin c'est un grand lettré. Richard Millet, pardon pour mon ami Juan Asensio qui ne peut pas l'encadrer. Mais prenez l'exemple de Juan. À mon avis, un des plus grands critiques vivants, francophones vivants. Bon. Ça, c'est le grand lettré. D'Ormesson. Alors, je sais que des gens très estimables, je pense à Bruno de Cessol, on dit que d'Ormesson, c'est au fond un rebelle. Je dis, putain, fallait la traquer, la rebellitude. Fallait la traquer dans les coins. Moi, il y a deux choses que je sais de Jean d'Ormesson. L'homme qui a le mieux dépeint Jean d'Ormesson, c'est le regretté Jean Ferrat, qui lui est un vrai poète de la langue française, que Jean d'Ormesson a fait par son pouvoir censurer. Et oui, il l'a fait interdire d'antenne, dans cette superbe chanson qui a un air de liberté. Et bien je le dis franchement, un homme qui fait ça est un homme indigne. En plus c'est une superbe chanson, un air de liberté. Deuxième chose, le grand diplomate pro-arabe et gaullien, Pérol, avait fait interdire d'Ormesson de certains accès élyséens à cause de ses accès de racisme. Si vous voulez, on est vraiment, c'est dans cette droite du Figaro qui a appelé aux guerres coloniales, qui les a pas fait, hein, qui les a pas fait, mais qui a appelé. Vous voulez, c'est vraiment cette droite demi-molle qu'on peut plus d'elle-même. C'est le visage de Méduse de la bourgeoisie que j'ai toujours haï. Voilà. Alors, évidemment, il ne méritait pas la mort, pauvre homme. Bon, il est mort à un âge canonique. Bon. Prenez un jeune génie comme Jean-Baptiste Bersac, il est mort à 25 ans. Ça, c'est des pertes. Bon, il a 92 ans, moi, c'est l'âge auquel sont morts mes grands-parents adoptifs, hein, tous les deux. Et que tout le monde chiale dessus, j'espère, alors qu'on a perdu Max Gallo, infiniment plus précieux pour la France, à un âge beaucoup plus jeune, et que je ne me souviens pas que tout le monde se soit mouché dans son veston. Et lui, il n'est pas dans la Pléiade. Ça, si vous voulez. Et dire que Maurras n'y est pas, Barrès n'y est pas, au moins De Gaulle y est, c'est déjà pas mal. D'Ormesson. Il a dit, je crois qu'il est le deuxième, hein, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas le premier à être de son vivant. Mais bon, merde. Ça veut dire que la Pléiade est passée de Malraux et Aragon à ça. C'est-à-dire la pincée de sagesse et de culture de chez Hanouna, quoi. Mon Dieu, c'est laid. Alors peut-être le contre-exemple, la mort de Johnny Hallyday. Alors, il y a des gens qui disent c'est comme la mort de Victor Hugo, faut quand même pas déconner. Mais il y a une chose qu'il y a à dire sur Johnny Hallyday. Moi, je suis pas suffisamment mélomane pour... ce que je sais, c'est que c'est quand même un homme qui a eu au moins 5 ou 6 genres musicaux, qui est passé du rock pur à la variété, au rockabilly, etc. Donc c'est quelqu'un qui savait s'adapter. Mais surtout, il faut respecter, si vous voulez, je crois que c'est Durkheim qui parle des cérémonies, je crois, propitiatoires, je crois. C'est-à-dire du fait pour une société de devoir pleurer ensemble. Johnny Hallyday est le dernier homme derrière lequel toute la France ira pleurer. Alors on peut dire c'est pas glorieux, c'est pas ignoble non plus. Alors par contre il faut pas le panthéoniser, c'est quand même un évadé fiscal, il y a beaucoup de choses. Mais je pense particulièrement que ça a été un lien entre les Français, cet homme. Particulièrement avec en plus des chansons qui certaines composées souvent par d'autres. Il en a composé aussi, hein, contrairement à une légende tenace. Bon, moi particulièrement, c'est l'envie d'avoir envie,
C'est un texte à plusieurs étages, comme souvent les textes de Goldman d'ailleurs. C'est un texte de Goldman à la base. Et c'est vrai, ça fout un coup à tout le monde. Ça fout un coup à tout le monde, parce qu'on a grandi avec ce type. Et malheureusement, derrière qui les Français pleureront maintenant? Et surtout, et là c'est une réflexion économique, pourquoi quelqu'un ne peut pas avoir... Johnny Hallyday aurait 20 ans maintenant, il n'aurait pas de carrière. Pourquoi? La notion de carrière musicale, moi je suis désolé, les grandes carrières, eh ben, je vais vous sidérer, mais c'est Nana Mouskouri. C'est celle qui avait une coupe au bol, on ne me rappelle plus, Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, elle est connue au Japon, en Chine, etc., mondial, Mireille Mathieu. Ça, c'est des carrières. Aujourd'hui, qui peut le faire? Au cinéma, on a, nous, c'est simple. Reno, Tchéquigario, Depardieu, point. Et c'est certainement pas avec la nouvelle génération qu'on va envoyer Oui, non, mais voilà, Aznavour, et même Sardou. Moi, je suis pas hyper Sardou, mais quand même. Et Eddie Mitchell, bien sûr. Mais il va falloir réinventer de nouvelles formes de création culturelle. Je m'explique. Par le système SACEM, mais également par le Centre national de la cinématographie, exactement pour les mêmes raisons, nous avons habitué les fils d'eux. Ils sont généralement des dégénérés. Il suffit de voir, 90% des films français, je suis désolé, sont mauvais. Mauvais. Pourquoi on ne peut plus avoir un Lino, un Gabin? Pourquoi on ne peut pas? Alors on dirait, oui, mais anthropologiquement, il n'y a plus, maintenant il y a Kev Adams. Bon, il est vrai que, bon, je veux bien, hein. Après on me dit, l'évolution fait des bons en avant. L'évolution fait en arrière. Hein. Mais, voilà, bon, l'avenir, c'est Omar Sy, Jean Dujardin. Si c'est le cas, mieux vaut qu'il n'y ait plus de système de subvention publique. Parce que dans l'art, le monopole d'État ne se justifie pas. Il va falloir réfléchir à de nouvelles formes de création culturelle, de nouvelles formes de mécénat et de nouvelles formes d'expression culturelle. Je vous donne un exemple simple. Il y a des tas de jeunes metteurs en scène français qui veulent faire des films, par exemple des films d'action. On leur dit, les Américains sont là pour ça, donc soit vous vous cassez, soit vous vous taisez. Anormal, pour réserver le gâteau du CNC au fils d'eux. Même chose, là je sais que va sortir un album d'un groupe que j'aime beaucoup, KRKL. Enfin, ils vont enfin ressortir un album. Ça, c'est de la chanson à texte. Et c'est à nous d'aider nos artistes, particulièrement nous dans le camp national. Il faut qu'on se réapproprie ça. Qu'on se réapproprie les poètes, les écrivains, les poètes, les écrivains, les musiciens et les cinéastes. Voilà. La petite critique qu'on pourrait vous apporter, c'est que Johnny a marché en France à l'époque où l'Amérique imposait les premiers codes de mode en Il a été l'agent, mais où on n'avait pas encore accès au risque. Il a été l'agent d'une américanisation, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, une bonne partie sont des adaptations de chansons américaines. Bon. Ensuite, déjà, excusez-moi, dans les années 60, il y a un très bon livre là-dessus, c'est Quand la CIA mène la danse. La guerre culturelle américaine était quelque chose d'hors norme. Ça, on n'a pas su le faire. Aussi parce que les artistes, je suis désolé, quand un homme leur a donné la souveraineté, ce qu'était le cas de Gaulle, ils lui ont craché à la gueule. À quelques exceptions, qui étaient d'ailleurs tous des écrivains. Voilà. Je suis désolé. Hein. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, par l'idéologie du genre, l'antiracisme sans racisme, l'antifascisme d'opérette, nous avons des écrits de professeurs en école de théâtre et de professeurs en école de cinéma qui disent que maintenant, on va avoir une génération de petits cons censeurs qui vont devenir metteurs en scène. Donc eux, ils seront jamais Godard, ils seront jamais Audiard. Audiard était certainement un homme détestable, mais c'est un très grand parolier. J'aurais pas aimé le croiser entre 39 et 45, c'est sûr. Mais il faut reconnaître à un homme le peu qu'il ait fait. Or, aujourd'hui, nous avons des petits cons qui pensent sincèrement à faire retirer certaines scènes de films, à faire censurer, par exemple, Le Dernier Tango à Paris, à cause de la scène de simulation de viol, il est vrai, extrêmement violente, que le metteur en scène a exigé de Brando, et la pauvre gamine n'était pas prévenue. Certes. Ensuite, là, on est dans l'hystérie. Brando ne l'a pas violée.
Brando l'a brutalisé, ce qu'une bonne paire de gifles aurait dû régler, mais c'est comme le fait de liquider un homme du talent de Kevin Spacey pour une histoire non jugée où il n'y a pas eu de plainte, il y a 30 ans, et qui n'aurait été qu'une avance d'un mec bourré. Je ne légitime pas l'acte. Je dis que pour briser la carrière d'un acteur de niveau international qui n'a fait de mal à personne, il est innocent aux yeux de la loi, il est même innocent aux yeux de la morale. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit une connerie quand il était bourré. Vous voyez ce que Macron fait sobre? On me dirait, il y a le cas entre deux, il y a Juncker, qui dit que des conneries, mais qui lui est toujours mi-cuit, un peu comme le foie gras. Hein, c'est-à-dire jamais totalement sobre, jamais totalement fini. Mais vous voyez le problème. Et on va avoir une génération de petits cons qui vont interdire la clope au cinéma en disant c'est la clope qui fait fumer. Non, moi j'étais un gros clopeur depuis l'âge de 16 ans, c'est pas le cinéma qui m'a fait fumer, c'est pas la faute à Lucky Luke voilà, c'est pas la faute à Lucky Luke si je me suis mis à fumer le cigario de mon père. À un moment, faut avoir une conscience de la liberté individuelle. Là, on est en train de former à la chaîne des chercheurs d'excuses et de coupables, c'est-à-dire le même type de gens qui font les chasses aux sorcières, qui écrivent à la police, etc. C'est ça qu'on est en train de faire. Et dans l'art, c'est particulièrement laid. Je vous le dis tout de suite. Eh bien, très bien. On passe au volet international. Il y avait une dernière nécro quand même, qui est arrivée ce mois-ci. Alors certes, c'est pas quelqu'un qui j'entends rendre hommage. C'est Patrick Henry. 2 monstres sont morts ce mois-ci. Patrick Henry et Charles Manson. Et en réalité, les 2 cas se répondent. Pourquoi? Alors, ce sont 2 types sociopathiques totalement différents. Il y en a un qui a fait une secte tueuse, clan Manson, pour une raison hystérico-racisto-politique, etc. Et l'autre qui est une petite merde, qui voulait de l'argent et qui a étranglé un enfant de 7 ans après l'avoir enlevé, quand l'enfant s'est mis à réclamer son papa. Et Badinter a sauvé la tête de ça et en est très fier. Je le dis tout de suite, je n'ai aucune affection pour l'œuvre juridique du doyen Badinter. Aucune. Pour ça, et pour avoir détruit la justice militaire. Ensuite, j'ai de la considération personnelle pour l'homme, Robert Badinter, c'est pas du tout ça le problème. Mais je n'ai aucune affection pour son œuvre de juriste. Je le dis franchement. Et encore moins pour son œuvre de garde des Sceaux. Je voudrais qu'on me légitime. Les 2 cas se ressemblent. On ne les a pas exécutés ni l'un ni l'autre. Comme vous le savez, je suis rigoriste, je ne m'en suis jamais caché. Ça ne fait pas partie de mes idées politiques, ça fait partie de ma conscience personnelle. Ça n'engage pas mon équipe, ça n'engage pas mes travaux, ça n'engage pas mes camarades. À titre personnel, moi j'ai travaillé avec des victimes de viol et j'ai rencontré des gens qui se sont rendus coupables de ce genre d'atrocité. Il suffit de les écouter pour qu'ils vous disent qu'ils sont irrécupérables. Ils en sont très contents d'ailleurs. Vous voulez les réinsérer dans une société à laquelle ils n'ont jamais été insérés? Même eux vous méprisent. Nous avons dépensé des millions en termes de médecins, d'observations sur Charles Manson pour essayer de découvrir ce qui n'allait pas dans sa tête. Patrick Henry, ce sont 7 psychiatres qui se sont cassés les dents sur lui. On l'a mis au mitard, je crois, pendant au moins 2 ans en tout. Il a résisté à ça. Et bien sûr, alors évidemment, la bonne sœur, idiote, qui voulait sauver l'âme de ce monstre, mais il ne faut pas manquer de souffle. Hein. Résultat, il est devenu le symbole de la réinsertion. On dirait qu'il travaillait bien en prison, il était à l'imprimerie de la prison, oui. On sait aujourd'hui qu'il utilisait cette imprimerie pour faire du transit illégal pour les autres détenus. On lui a trouvé un emploi dans une imprimerie à l'extérieur, dans un pays qui comptait déjà à l'époque 7 millions de chômeurs au minimum. On lui a trouvé un logement, parce qu'il a voulu faire un livre, qu'heureusement d'ailleurs on n'a pas laissé sortir. Reprenant, vous savez que... Et le pire, c'est qu'on a fait une place dans la culture populaire à ces gens. Manson est devenu un outil capitalistique hors norme, et une des phrases les plus célèbres de la télévision française est liée à Patrick Henry. La France a peur. Et qui se souvient du petit Bertrand? C'est, je crois, son nom de famille. Il aura 7 ans pour l'éternité. Que
quelqu'un me justifie le fait qu'on n'ait pas pris la vie de cet homme. Et le fait qu'il ait pu vivre comme un parasite sur le dos de la société et donc sur le dos des parents de sa victime. Par le fait fiscal. Et le pire, c'est que quand il est sorti, il a commis un vol à l'étalage. Son avocat, qui je crois était maître Thierry Lévy, dont j'ai à peu près les mêmes sentiments dans son œuvre de juriste que pour celle du doyen Badinter, dit il a été marqué par la prison, pauvre petite bête. Et ensuite, on l'a trouvé avec 20 kilos de hache parce qu'il avait, lui qui était entré juste avec un CAP criminel, il est sorti avec un bac pro hashish. Bon, au moins ça sert à l'école du crime. Qu'on me légitime qu'on ait laissé la vie à cet homme. Je le dis sincèrement, moi je veux que les Français aient un référendum là-dessus, et moi je me contenterai tout à fait d'une peine perpétuelle réelle. Je ne suis pas du tout un acharné, à titre personnel je suis rigoriste, pour une raison, c'est que quand on a vu certaines choses, on ne croit pas à l'éternel rachat du mal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cas Manson est terrible là-dessus. Terrible. Jamais une once de remords, jamais de mal, rien. Et Patrick Henry, même chose. Même chose. Il faut accepter que le mal existe. Et que des hommes le portent en eux pour une raison. Ce n'est pas ni de la démonologie ni autre. C'est un trait de caractère qui se développe ou pas. Et qui est suspendu à la liberté humaine. Cet homme était libre quand il a tué cet enfant. Et qu'on me légitime du perpétuel enfermement de la famille de la petite victime dans une peine. Personne ne voit ce que c'est de perdre un enfant. C'est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et pourquoi cet homme, lui, finalement, n'a pas tant payé que ça? De son propre aveu. Et en plus, on l'a remis en liberté à la fin pour la loi Kouchner sur les détenus âgés. Et sur les détenus malades. Comme quoi, il n'y aura eu que le cancer pour dire que maintenant, au moins, il ne fera plus de mal à personne.